Donc maintenant on va passer à la deuxième partie, donc l'analyse des composantes principales qu'on appelle ACP. ACP c'est analyse des composantes principales. Donc en fait pour cette partie, on a pris l'exemple du test de QI donc pour les enfants. Donc le Week Air, et en fait il est composé de 11 sous-tests avec une échelle verbale et une échelle de performance. Et donc en fait l'objectif c'est de voir s'il y a un décalage entre le QI verbal et le QI de performance pour voir si on prend les résultats séparément ou sous une note globale. Donc en fait la question c'est est-ce qu'on doit avoir une note pour le verbal et une note pour la performance, ou est-ce que les résultats sont suffisamment corrélés pour pouvoir les mélanger et donner une seule note, donc du QI général. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va obtenir une matrice de corrélation positive et raisonnablement élevée, même s'il y a certaines valeurs qui sont faibles. Et donc en fait, on va avoir des épreuves qui ne corrèlent pas entre elles et donc qui ne vont pas dans le sens de ce qu'on appelle le facteur G. Donc, alors qu'en vrai, si le QI se découpait en deux, on n'aurait pas de corrélation entre les deux échelles. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que parfois, il y a des questions du QI verbal qui sont corrélées avec les questions de QI de performance, et parfois, c'est pas du tout le cas. Donc en fait, c'est pas comme s'il n'y avait pas du tout de corrélation et qu'on pouvait découper en deux. Du coup, ça pose encore un problème. Et donc, euh, par rapport au modèle mathématique de l'ACP, donc de Hotelling en 1933. Donc en fait, la note obtenue par une personne dans un test se décompose en théorie entre ce qui tient à l'épreuve et la capacité à passer l'épreuve. Donc par exemple, quand on va passer un examen, il y a une partie qui correspond à notre niveau réel et une partie qui correspond au fait de est-ce qu'on a été fatigué, est-ce qu'on a mal dormi, est-ce qu'on est énervé, etc. Et donc c'est un modèle additif qui fait la somme de plusieurs sous-scores. Et donc en fait, c'est une somme du produit de type lambda que multiplie C. Et donc en fait là, lambda correspond au coefficient de saturation et C correspond au score des individus dans chacune des composantes. Voyons voir. Ensuite, donc les coefficients de saturation se valent pour tous les sujets. Ce sont les notes dans les composantes qui diffèrent. Ok, donc en gros, oula. Donc comme on a dit, donc il y a la somme du produit type de lambda que l'on va multiplier par C. Et donc lambda c'est le coefficient de saturation et C ça correspond au score des individus dans chacune des composantes. Et donc le coefficient de saturation se valent pour tous les sujets et ce sont les notes des composantes qui diffèrent. Donc si on suit ce modèle, on peut en partant des notes de chaque sujet déterminer leur score dans les composantes en inversant les équations. C'est-à-dire que techniquement, on peut connaître, à partir des notes qu'ils ont eu par exemple à l'épreuve de maths, on peut soustraire en gros la partie qui ne correspond pas à leur niveau et on peut avoir leur note. Donc les principes généraux de l'ACP qui est l'analyse de composantes principales. Donc les objectifs, c'est qu'on va expliquer la totalité de la variance de chaque variable. Donc en gros, on va compléter la matrice par des valeurs de 1 dans sa diagonale, donc la corrélation entre les variables et elles-mêmes. Donc en fait, la fidélité, on constate dans les tests du QI que la fidélité est parfaite et que nous n'avons pas d'erreur de mesure. C'est-à-dire qu'on veut expliquer la totalité de la variance des résultats. Donc on imagine qu'on n'a pas d'erreur de mesure. Et en fait, la corrélation d'une variable avec elle-même ne se fait pas nécessairement en psychométrie. La fidélité de la mesure, erreur de mesure, donc peu de chances de faire 1. Oui, voilà. En fait, la corrélation d'une variable avec elle-même ne fait pas nécessairement 1. C'est-à-dire que si on passe 2 fois le même test, on ne va pas avoir les mêmes scores parce qu'il y a toujours un pourcentage de l'erreur de mesure. Et du coup, l'ACP, il faut savoir que l'analyse des composantes principales, elle est strictement statistique et qu'elle ne fait aucune référence à de la psychométrie. Et comme ça, c'est comme ça qu'on se retrouve dans un cours de stats alors qu'on ne l'a pas demandé. Donc, comment ? L'objectif en fait c'est d'extraire autant de composantes C que de variables dont on étudie les corrélations à partir de la matrice. Donc là il a pris l'exemple de l'échelle de Wechsler avec 11 notes, donc 11 composantes. Parmi les critères, donc en fait chaque composante à son tour doit rendre compte de la plus grande proportion possible de la variance de chaque variable. La première composante explique le maximum de variance possible. Donc la première composante, oui, donc c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est que la première composante va expliquer un maximum de variance et ainsi de suite parmi ce qui reste à expliquer. Donc par exemple,
il y a telle question dans le test qui va nous donner un maximum qui va avoir une corrélation au max, et ensuite d'autres items qui vont donner moins de corrélation. Donc en fait, on va chercher à résumer ces données et conserver le plus petit nombre de composantes, mais qui vont expliquer le maximum de variance possible. C'est-à-dire que si on veut faire un test, on va pas faire un test à 20 items, mais dans les 20 items, on va prendre que les items les plus importants. Donc ceux, par exemple, si je veux mesurer l'estime de soi et que, par exemple, j'ai 20 items, par exemple, je me vois comme une bonne personne, machin, etc. En fait, peut-être que dans les 20 items, il va y en avoir 5 ou 10 qui servent à rien. Et donc, en faisant les corrélations, on peut voir si les mesures correspondent. Et en fait, l'analyse des composantes principales nous permet de savoir en fait quels sont les items les plus importants qui permettent de mesurer au mieux, par exemple, l'estime de soi. Donc, par exemple, voilà. Et du coup, ça s'explique. Ça, c'est la version accessible. Et sinon, la version compliquée, c'est de dire qu'on va conserver le plus petit nombre de composantes, mais qui explique le maximum de variance possible. Donc, ça, c'était le premier modèle. Donc, quelqu'un dit E égale mc carré, mais j'aurais aimé que ce soit un truc beaucoup plus simple. Ça, c'était le modèle mathématique de la CP. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle le modèle elliptique de Pearson en 1901. Donc, ça veut dire que chaque sujet est évalué sur une variable x1 et une variable x2, donc avec grand x1 et grand x2, et avec des notes de petit x1, petit x2, qui permettent de le représenter par un point sur le graphique. Donc ça veut dire qu'on va avoir, par exemple, la note de physique-chimie qui va être en bas, la note de physique qui va être dans l'axe des abscisses, et la note de chimie dans l'axe des ordonnées, et on va mettre les points. Donc tel sujet, on va le placer là, tel sujet, etc. Et en fait, on constate que on a un nuage de points qui peut être représenté du coup à partir de la paire de notes obtenue par chaque sujet. Et plus le nuage est étendu, plus la corrélation est forte. Donc ça veut dire que on va extraire autant de composantes qu'il y a de variables. Donc on va avoir, donc par exemple on va avoir C1 et C2. Par exemple le sujet 1 et le sujet 2, si je ne me trompe pas. Et la totalité de la variance des résultats doit être expliquée. Donc en fait, il y a un truc qu'on appelle l'étendue, c'est la différence entre la plus basse et la plus haute note d'une variable. Et en fait, entre ces notes, on a la distribution de tous les scores. Donc par exemple, on va voir le score de l'individu 1, de l'individu 2, etc. Et on va essayer d'expliquer pourquoi les individus sont différents entre eux, pourquoi ils n'ont pas les mêmes scores. Donc pour expliquer le maximum de variance possible, on va tracer les étendues en longueur et en largeur du nuage de points. Donc là, ça revient à faire ça. Donc en fait, là, on a l'individu 1 qui est là, l'individu 2 qui est là, et on va essayer de tracer les étendues. Et donc en gros, C1 et C2 doivent être indépendants et passer par 0. Donc apparemment, il faut que ça passe aussi par 0. Et en gros, C2 explique, là on peut constater, je crois, que C2 explique moins de variance que C1. En fait, c'est plus logique en faisant un schéma, parce qu'on constate que par exemple C1, il y a beaucoup plus de l'étendue de C1 qui rentre en fait dans le cercle, alors que C2, il y a moins d'étendue qui rentre dans le cercle. Donc quelqu'un dit, c'est une orbite autour d'un trou noir. Ouais, on peut dire ça. Ouais, c'est ça. Mais pour le coup, on sait ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on sait que C1, ça veut dire que en fait, c'est la représentation graphique qui nous dit que C1 explique beaucoup plus de la variance que C2. Et en fait, C1... Alors, attendez. C2 explique moins de variance que C1, car C1 est la composante qui explique le plus de variance. Donc en fait, l'ACP, c'est ce qu'on appelle une rotation des systèmes d'axes pour que X1 et X2, donc X1 et X2 c'était les épreuves, donc on a dit par exemple épreuve de français et épreuve de maths, qui vont devenir C1 et C2. Et donc en fait, on voit bien que par exemple l'épreuve de maths, elle va mieux expliquer l'intelligence que par exemple l'épreuve de français. Et ça, c'est dû, par exemple, à des variables annexes. Et en fait, le sujet va avoir de nouvelles coordonnées avec sa note
en C1 et sa note en C2. Ok. La variable donc x1, comme on a dit, c'est celle qui explique le plus la variance. Donc on peut garder la note C1 si on veut simplifier la structure des données. Donc ça veut dire en fait si on constate que par exemple la variable C1, donc par exemple si on constate que par exemple l'épreuve de maths elle explique plus la variance que l'épreuve de français, on va se dire ah bah tiens, si on veut mesurer l'intelligence, on va prendre que l'épreuve de maths parce que l'épreuve de français ne sera peut-être pas pertinente. En gros, peut-être qu'on peut dire que l'épreuve elle est en quelque sorte un peu plus biaisée entre guillemets. Et donc on peut constater donc les résultats de l'ACP pour l'exemple du test de QI. Et en fait, la première composante explique, on constate par exemple que, je ne sais plus ce que c'est dans le QI, mais ça nous dit que la première composante, elle explique presque la moitié des résultats. Et après, on constate que pour la deuxième, enfin en gros pour les autres épreuves, il y a moins de, par exemple les épreuves de vocabulaire, elles vont moins expliquer que d'autres épreuves, par exemple l'arithmétique. L'épreuve d'arithmétique, elle explique plus le résultat de QI que par exemple l'épreuve de vocabulaire. Et donc en fait, ça veut dire que si on devait mesurer le QI que à travers la première composante, donc là il y a écrit info, mais je ne sais pas si c'est information ou si c'est autre chose, ça veut dire qu'en gros on pourrait mesurer, on pourrait expliquer une grosse partie du QI. Et donc là on peut se poser la question de combien est-ce qu'il faut réduire le nombre de composantes en expliquant toujours le maximum de variance. C'est-à-dire que jusqu'où peut-on oublier une partie des résultats pour simplifier. Donc ça c'est un peu une perspective psychométrique. Et en fait, à ce moment-là, il faut se rappeler ce que mesure le test. C'est-à-dire que jusqu'où on peut enlever des items pour que le test nous dise exactement ce qu'il est censé mesurer. Et du coup, là, on tombe après sur un autre type d'analyse qui est l'analyse de facteurs communs et uniques. Donc là, c'était l'analyse des composantes principales. Et là, on passe à l'analyse en facteurs communs et uniques. Et du coup, je vais passer dans une autre vidéo.